curiosité. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Rose, Anne-Laure Buffet et Jean-Louis Guillonneuf, on va donner la parole à Anaïs Deban. Alors, Anaïs Deban nous raconte la sexualité de l'humanité depuis le temps des cavernes. Mais aujourd'hui, tout particulièrement, on va plutôt parler de l'histoire du plaisir féminin. Oui, exactement. On parlait tout à l'heure de devoir conjugal qui n'existe plus. Et en fait, j'ai l'impression que tout ça est quand même très ancré chez les femmes encore. Donc, j'ai décidé de faire le petit historique de notre sexualité. Et je vais commencer par un petit texte comme chaque semaine. Le problème, c'est qu'en Occident, depuis plus de 2000 ans, les églises qui se réclament du christianisme en faisant des plaisirs charnels un péché et en rejetant le sexe et la femme du côté du diable, se sont opposées à toute élaboration d'un érotisme sacré dans notre civilisation et ont barré en chaque être l'accès au divin de la chair. C'est l'introduction du livre de Gérard Leleu, Sexualité, la voie sacrée. Oh, vous me faites plaisir, Anaïs. Ah oui. Vous le saviez. Pourtant, l'histoire du plaisir féminin aurait pu bien se passer. En moins 400, l'orgasme féminin faisait déjà l'objet de débats médicalo-philosophiques. Hippocrate pensait qu'il était indispensable à la procréation. Aristote nuance, mais non, la jouissance de la femme n'est pas indispensable à la procréation, mais si le coït venait à provoquer une jouissance heureusement d'ailleurs, parce qu'il y aurait beaucoup moins d'enfants. Ouais. Cela permettrait même au sperme de se frayer un meilleur chemin, qui sait. Alors bon, ok, on parle de procréation, mais quand même... il paraît que la lubrification permet aux spermatozoïdes de nager plus vite. Hein. Et oui, mais vous allez voir, ça a été longuement discuté c'est passionnant, pendant toute notre histoire. Mais ces pères fondateurs de la médecine ont été, sans nécessairement le vouloir, de réels alliés du plaisir féminin. Si seulement Ève n'avait pas tout foutu en l'air. Parce qu'après tout ça, arrive l'ère chrétienne qui se construit sur le péché originel. Pour les consciences collectives, le début de l'humanité tient donc à une femme qui a cédé à la tentation grâce à quelques flatteries, est alors introduit symboliquement la notion de culpabilité. Suite à la connerie d'Ève, la femme devient par nature une nymphomane insatiable dont il faudra contenir le feu. Pour qu'il n'y ait plus de débordement, il faut que le sexe de la femme ne serve plus qu'à accueillir son mari, puis à enfanter. Au XVe siècle, une nouvelle fois, les médecins vont tenter d'établir un lien entre plaisir et fertilité. Le discours médical sur la sexualité ne va alors pas à l'encontre du discours religieux et il est admis. Puis le discours religieux prendra le dessus et les médecins de la Renaissance affirment que la femme peut très bien tomber enceinte sans jouir. Mais alors si elle n'est pas obligatoire, cette jouissance, elle devient suspecte, car il n'y a pas de plaisir gratuit. Alors de nécessaire puis de préférable, l'orgasme féminin devient proscrit. Avec cette explication, et vous allez voir Brigitte, si une femme jouit, elle mouille beaucoup. Et ce liquide, il pourrait faire glisser hors du vagin le sperme. Ah bah oui, ils ont et donc réduire considérablement les chances de tomber enceinte. Ah bah voilà, bien sûr. Mais au même moment, en Italie, au XVIe siècle, un médecin dissèque enfin le clitoris. Il s'appelle Colombo et les suites de son enquête démontreront que l'enquête de Colombo démontreront que le clitoris est le siège du plaisir féminin. Il va même jusqu'à comparer le clitoris et le pénis, affirmant que les deux bandent. C'est au XVIe siècle en Italie. En Italie. Mais comment ? À la Renaissance. Pourquoi on a attendu le XXIe siècle pour nous montrer le clitoris en 3D. Mais parce qu'au XVIIIe siècle, alors qu'on sait désormais que cet orgasme ne sert qu'au plaisir féminin, qu'il n'a d'autre fonction que le plaisir féminin, Samuel Auguste Tissot, médecin suisse, fameux Tissot, entre en campagne contre la masturbation. Pour lui et le mouvement auquel il appartient, le corps ne doit pas subir de déséquilibre. Et puis ce qu'on appelle l'orgasme féminin, la petite mort, mais c'est que celui-ci doit être dangereux. Alors la masturbation est une pratique funeste. Elle est réprimandée, suite à quoi apparaissent des excisions dites thérapeutiques ou punitives un peu partout en Europe. Au XIXe siècle, la médecine fait des progrès considérables. On découvre le lien entre procréation et menstruation. Les médecins ovulistes signent et persistent. Bah non, définitivement, l'orgasme n'a rien à voir avec la fertilité. Et puis d'un coup, on convoque à nouveau Hippocrate, et cette fois pour sa théorie des humeurs. Les humeurs doivent circuler et avec les semences. Alors il faut pouvoir évacuer le trop-plein, et puisque la masturbation est interdite, ce sont des médecins qui vont s'occuper de masturber les femmes célibataires ou veuves atteintes d'hystérie pour les soulager de ce trop-plein. Oui, il faut absolument le voir, ce film. Oh my God, il est formidable. Hein. Vous l'aviez vu, non ? Non, mais c'est formidable. C'est l'histoire de ce médecin donc, qui invente le premier vibromasseur et qui donc soigne les femmes, les soigne, les branle, pour utiliser le terme, avec cet objet électrique et ça ne désemplit pas. Alors à un moment donné, évidemment, il a très mal au poignet.
Le pauvre. Mais c'est un film, j'allais dire, historique. Enfin, c'est parti de la réalité. Et au même moment, donc, les femmes commencent à pouvoir accéder à l'éducation, au monde scientifique. La première femme décroche son bac, le premier syndicat féminin apparaît, la première femme médecin est diplômée, les premières avocates, le premier prix Nobel. Et à partir de la fin du XXe siècle, les femmes pourront prendre en main leur destin. Au XXe siècle, Freud affirme que le clitoris est l'apanage des filles et que la femme devra s'émanciper en investissant son vagin et ainsi connaître l'orgasme vaginal. Mais en 67, la pilule devient légale. En 75, la loi Veil dépénalise l'avortement. En 98, une urologue australienne, Hélène O'Connell, constate que le système nerveux du clitoris n'est répertorié nulle part. Elle l'étudiera et grâce à ses recherches, on découvrira que le clitoris, c'est pas juste un petit bouton qui dépasse. Il a aussi une partie interne. Ainsi, plus tard, on découvre que ce qu'on appelle le point G n'est autre que la racine de ce clitoris. En 2005, les scientifiques sont capables de le modéliser et d'en permettre les représentations. 2005, comme un nouveau pas pour les femmes vers l'appropriation de leur corps. En septembre 2018, le président du syndicat des gynécologues obstétriciens se déclare anti-IVG. Mais aujourd'hui, le clitoris est sur toutes les langues, les comptes Instagram pro-orgasme. Oui, c'est joli ça, le clitoris sur toutes les langues. Je savais que ça allait vous plaire. Les comptes Instagram pro-orgasme se multiplient, on clame son droit à la jouissance. Des sites internet expliquent aux femmes comment se masturber. Bref, on voit bien que dans l'histoire, que les avancées sur le plaisir vont et viennent, témoignent d'une évolution des mentalités, parfois d'une régression, permettent à une femme de jouir de son corps, c'est lui laisser la possibilité de briser les carcans. Et ça, les hommes l'ont su en fait bien avant nous. Et c'est pour ça que la jouissance féminine a toujours été controversée, parce que pour jouir en pleine conscience, on nous dit d'investir notre corps. Et toujours le pouvoir religieux, le pouvoir patriarcal, le puritanisme a eu peur qu'en prenant conscience de leur corps, les femmes pourraient bien un jour prendre conscience de leur puissance. Et la dernière étude montre que 52% des femmes se masturbent régulièrement et 74% auraient essayé au moins une fois. Alors Brigitte, si rencontrer son clitoris c'est gage de liberté, ça en fait encore des femmes à libérer. Oui, ça je suis bien d'accord avec vous, puisqu'on n'a que 52% de femmes qui se masturbent pour 95% d'hommes. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont du mal à poser la main. C'est pour ça que le jouet est intéressant, parce que c'est déjà plus facile pour les femmes de se masturber avec un jouet qu'avec leurs mains. Alors il y a une chose quand même que je voulais signaler, c'est formidable votre rubrique Anaïs comme d'habitude, mais ce qui m'inquiète un peu aussi pour la liberté des femmes aujourd'hui, c'est ce renoncement à la pilule. Et je voulais juste signaler qu'il y a encore chaque année 200 000 IVG, ce qui montre bien qu'il y a encore quelque chose à faire pour faire comprendre aux femmes que la contraception, c'est quand même quelque chose de positif. Mais surtout, on voit bien que pendant toute l'histoire du plaisir féminin et donc l'histoire de l'émancipation féminine, il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'on affirme quelque chose et puis après, en fonction des courants religieux. S'il y a des va-et-vient, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, ce que je voudrais juste aussi dire, puisqu'on a beaucoup parlé des femmes victimes aujourd'hui, donc beaucoup d'hommes qui nous écoutent se sentent peut-être un peu accusés en généralité. Ce que je voudrais dire sur le plaisir féminin, il y a plus d'hommes qui ont défendu le plaisir féminin que de femmes. Et il y a plus de femmes qui m'ont agressé, critiqué que d'hommes. Donc c'est les hommes qui vont aussi aider les femmes à se libérer avec leur jouissance. Je crois que c'est vraiment important à dire. Et c'est souvent les femmes les premières qui sont à tondre celles qui auraient peut-être un peu trop joui. Non, j'avais 2 anecdotes par rapport à votre chronique, j'ai adoré. Mais la première, c'est qu'il y a longtemps, quand j'étais jeune, j'ai souvent entendu que si c'était suite à une grossesse, un garçon qui venait au monde, c'est que madame avait bien joui au moment de la procréation, et que si c'était une fille, c'était une fille, quoi. Voilà, donc il n'y avait pas eu d'orgasme, et donc madame devait dire merci à monsieur si elle attendait un garçon, c'est merveilleux. Merci messieurs. Et la deuxième chose, c'est que l'année dernière, lors d'un groupe de parole, on a présenté un clitoris en 3D à des personnes qui, en l'occurrence, avaient entre 35 et 50 ans. Donc c'est sûr qu'à la radio, vous montrez un clitoris au 3D, là tout de suite, je vais avoir un peu de mal, mais je pense que vous pouvez facilement voir à quoi ça ressemble. Facilement, c'est pas sûr, mais enfin bon. Comment ? Facilement, c'est pas sûr. Si. Ce qui était intéressant, c'était de les voir le tenir et puis le retourner dans leurs mains en se disant, mais finalement, c'est quoi ? C'est un accroche-torchon. Ce qui veut dire que les femmes, aujourd'hui, ne sont absolument pas au courant de leur corps, et c'est encore extrêmement tabou. Et je trouve que
ça va aussi avec l'emprise. Il faut qu'on s'autorise, même si on n'a pas eu accès à ça, il faut qu'on s'autorise à se dire, ça n'a rien de tabou finalement. Un pénis, on sait à quoi ça ressemble. Et pourquoi pas un clitoris ? Allez vous renseigner, allez voir comment vous êtes faite, à quoi ça ressemble. Moi, je vais me permettre de faire une comparaison pour que quand même on comprenne bien. Le clitoris, c'est l'équivalent du gland, et le vagin, c'est l'équivalent du corps de la Vierge. Et ça, c'est quand même important, ne pas considérer que le clitoris, c'est le pénis. C'est vraiment important, ça. Parce que sinon, on ne comprend rien à la sexualité féminine ni à la sexualité masculine. Donc voilà. Bien sûr que le clitoris a des racines, etc., mais elles ne sont pas visibles. Donc, ça ne sert à rien d'en parler, je veux dire, d'une certaine manière. En revanche, c'est parce qu'on va prendre conscience aussi de son vagin qu'on va pouvoir avoir une sexualité épanouie. C'est comme si lire les monologues du vagin, d'ailleurs. Bien sûr, mais c'est comme si les hommes ne tenaient compte que de leur gland. Ils n'en feraient pas grand-chose, en final. Et si je peux me permettre juste un dernier truc, Brigitte, parce que je sais que ça va vous tenir à cœur, il ne faut pas oublier non plus que toutes les femmes qui sont sous emprise par des hommes, et ces hommes-là, en fait, souvent ont été victimes d'une mère. Tout à fait. Voilà, qui les a transformés en pervers. Ça va faire plaisir à Anne-Laure Buffet, mais je suis désolée, on est en fin d'émission. Merci à tous. Merci, on continuera bien sûr à évoquer tous ces sujets douloureux, parce que c'est comme ça qu'on améliore la société. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir, et demain, on parle de l'amour et de la haine. Bon, ça sera un peu différent quand même.